messieurs, nous allons vous présenter le récit de l'attaque menée par Plus fort, Elia. à l'ancienne gendarmerie. 6 jours à peine après le débarquement allié en Normandie, la population a faim. Les FTP de la région naïaise, regroupés dans une ferme située dans le village de Lys et déjà engagés dans plusieurs actions, décident d'une opération spectaculaire. Les résistants décident d'aller chercher la viande directement chez des collaborateurs notoires. Elle sera distribuée aux habitants. L'opération se déroule le 12 juin, en début d'après-midi. Des groupes de protection étaient installés sur la route de Gourdette et au pied de la côte du lycée. 2 vaches sont abattues et dépecées. La viande est distribuée. Vers 16h30, l'ordre de repli est donné mais surgissent à ce moment-là, en haut de la côte du lycée, 2 camions allemands. Le groupe de protection situé au pied de la côte tire sur le premier camion. Mais l'arme s'enraye. Il faut se sauver par le canal situé à l'arrière. Les Allemands se placent en position de combat. Ils incendient la maison Valanée, devant laquelle se trouvent les FTP. Se heurtent à une tentative de riposte à la grenade et à la mitraillette, et entreprennent de remonter en rampant le cours Pasteur. Au bruit de la fusillade, 4 FTP arrivent, conduits par Valdeyer. Nos camarades vous parleront de ce résistant tout à l'heure. Imaginez la scène. Ils traversent le pont afin de porter main forte aux FTP du bas de la côte. À ce moment-là, ils ignorent que leurs camarades ont dû s'enfuir par le canal. Alors qu'il installe un fusil mitrailleur devant le garage Fora, Maxime Boiry est tué d'une balle dans la tête. Les nazis tuent aussi à leur domicile 2 habitants du quartier ainsi que 3 femmes ouvrières d'usine qui, croyant la fusillade terminée, étaient sorties de leur refuge situé non loin de l'espace multiservice actuel. Les nazis parviennent aussi à arrêter un FTP du groupe de la côte, Jean Sénière, ainsi qu'un habitant du quartier, Charles Serville. Ce sont ces 2 hommes qui ont été exécutés devant ce mur. Et c'est à eux que nous venons rendre hommage aujourd'hui. Au cours des heures et des jours qui suivent, les troupes nazies vont multiplier les opérations pour retrouver et liquider les partisans. Ces opérations échouent, mais le 20 juillet, elles parviennent à arrêter, suite à dénonciation, plusieurs FTP camouflés à Lys. 3 d'entre eux seront assassinés le 17 août 1944 à Buzet-sur-Tarn. Nous voulons faire imaginer l'attaque telle qu'elle s'est passée avant d'entendre l'hommage porté à Jean Sénière par nos camarades. Ils ont imaginé la lettre qu'il aurait pu écrire à son épouse et sa fille avant d'être exécuté. Bonjour à tous, monsieur le maire, monsieur le proviseur, mesdames et messieurs, chers parents, chers camarades. Pour notre part, nous avons voulu rendre hommage à la Jean Sénière, exécutée ici face à ce mur. Nous avons choisi d'imaginer la lettre qu'il aurait pu écrire à sa femme, Julia, et à sa fille, Georgette, ici présente. Ma chère Julia, ma petite Georgette, je cherche des mots, des phrases, pour essayer de vous décrire ma douleur dans ce moment dur. Difficile, dramatique, sans issue dans laquelle je suis actuellement. Cette lettre, je l'écris pour vous dire une dernière fois tout l'amour que je vous porte. J'ai longuement réfléchi et je sais que le moment est venu où ma vie va s'arrêter. On m'a accordé 1 heure avant mon exécution. Dans ma vie, je pense avoir agi dans toutes les circonstances du mieux que j'ai pu. Dans ma vie, j'ai vécu des épreuves, mais je ne regrette rien. Dans ma vie, j'ai accompli des choses extraordinaires, comme avoir combattu pour mon pays. Et dans ma vie, surtout, le principal est d'avoir fondé cette merveilleuse famille avec toi, Julia, notre petite Georgette. Aujourd'hui, je vous dis adieu. Votre vie va continuer, mais je ne serai plus présent. Ni dans vos réussites, ni dans vos échecs. Mais j'espère tout au fond de mon cœur que tu ne verras pas ton époux, Julia, que tu ne verras pas ton père, ma petite Georgette. J'espère que quand tu seras grande, ma petite fille, tu comprendras les circonstances de ma mort et que tu seras fière de moi. Que tu ne penseras pas que je vous ai abandonné. Cette lettre d'adieu a pour but de vous rappeler combien je vous aime. Cet amour me permet de me rassurer face à ma faim. Ma petite fille, ta mère t'aidera et t'éduquera comme il le faut, je ne m'inquiète pas. Julia, tu es forte et je sais que tu réussiras à mener vos vies mieux que quiconque. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai souvent répété, d'être toujours respectueuse et de défendre les principes qui ont été les nôtres. Je vous aime. Chers tous, pour notre part, nous avons voulu imaginer la lettre pleine de reconnaissance et de nostalgie que Lucien, enfant juif rescapé, aurait pu écrire, adulte, à sa bienfaitrice, Suzanne Camino. Chère Suzanne, mon cœur est plein de tendresse pour vous et votre mère, vous qui m'aviez accueillie, protégée, nourrie, éduquée.
Je vois toutes les phases de cette enfance si douce que j'ai passée entre vous deux. Tout mon passé me revient en une foule d'images. Je revois la vieille maison de campagne, le petit lycée, les leçons de latin et Madame Châle qui lavait son linge à l'aube au lavoir. Quand je me réveillais, j'allais traire les vaches dans la ferme d'à côté pour le lait du matin. Te rappelles-tu quand nous allions jouer dans le champ de maïs? De temps à autre, nous aidions Jeanne à faire de la garbure avec les produits du potager. Une fois rentrés de l'école, nous préparions avec les dames du village du Milla pour tout le monde. Te souviens-tu de l'odeur du pain qui sortait du four, des assiettes en porcelaine que tenait Jeanne de sa grand-mère? À l'école, quand nous apprenions les livres et les lois, ces moments furent magnifiques, gravés à jamais dans mon esprit. Tu me comprenais sans que je dise un mot, nous étions plus que des frères et sœurs, tels des confidents. Aujourd'hui, je vous remercie pour tout, pour m'avoir fait grandir et pour m'avoir appris toutes ces choses. La distance nous sépare, mais l'amour nous unit. Je ne remercierai jamais assez votre mère, Jeanne, qui m'a chérie toutes ces années et qui m'a procuré tant de bonheur, malgré l'époque dans laquelle nous vivions. Toutes ces souffrances que vous m'avez épargnées. Plus je me remémore, plus le vécu d'autrefois s'enrichit et se diversifie, comme si la mémoire ne s'épuisait pas. J'espère recroiser votre chemin très prochainement pour vous redire de vive voix tout ce que vous m'avez inculqué, pour vous présenter mes enfants ainsi que ma femme, Sophia. Grâce à vous, je suis un homme comblé, heureux, plein de souvenirs avec une belle enfance malgré tout. Je vous en serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Je vous embrasse tendrement, Lucien. Bonsoir à tous et merci d'être venus entendre le fruit de notre travail. C'est à un couple d'instituteurs que nous avons choisi de redonner la vie le temps de cet hommage. Monsieur et Madame Belloc, chers Pierre et Marie, en ce jour d'hommage, nous souhaiterons vous remercier après tant d'années. Vous nous avez recueillis, nourris, logés et instruits, telle une seconde famille. Alors que pour vous, nous n'étions que d'anciens élèves, vous n'avez pas hésité à mettre votre vie et votre statut d'enseignant en danger pour sauver des enfants et des familles juives comme nous l'étions et comme nous le sommes encore. Nous nous souvenons de ce jour si particulier. Nous étions encore des enfants innocents. Ce soir-là, en rentrant de l'école, nous avions très bien compris en voyant cette maison vide, dévastée et dépourvue de toute âme, que c'était fini. Nos parents n'étaient plus. C'est à ce moment-là qu'une lueur d'espoir est apparue. Monsieur et Madame Belloc, vous n'avez pas hésité à nous ramener vers un lieu inconnu et reclus pour nous cacher. Nous nous souvenons, de nombreuses familles étaient présentes, bien plus que l'on ne pouvait le croire. Nous nous souvenons aussi des moments de repas, ces moments de partage, tous réunis autour d'une immense table, telle une grande famille. Ces moments qui, pour vous, semblaient naturels, étaient pour nous des moments emblématiques. On se comprenait tous, car on partageait tous la même douleur. Vous l'aurez compris, Pierre et Marie, vous n'étiez pas de simples instituteurs pour nous. Vous étiez bien plus. Vous nous avez donné un second souffle. Vous êtes devenus notre raison de nous battre un peu plus chaque jour, notre seconde famille. Vous nous avez tant donné, tant supporté, tant appris en risquant votre vie pour nous. Pour tout cela, nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Vous resterez à jamais gravés dans nos mémoires et dans nos cœurs. Pierre et Marie, vous êtes nos héros. Pierre et Marie, vous êtes nos héros. Mesdames et messieurs, chers parents, chers camarades, nous avons de notre côté eu envie de vous donner à voir des scènes de vie, des images telles que nous les avons imaginées en lisant la vie de Marie Fradet. Nous allons vous les commenter. Marie Fradet est une jeune mère de 2 enfants, Jeanne et Pierre. Elle est veuve de Louis Fradet. À l'époque, elle tenait une épicerie à Naï. C'est une juste de la région. Annie Jacob et sa mère, âgées de 65 ans, sont 2 juives autrichiennes qui vivent à Nuremberg. En 1939, elles décident d'émigrer aux États-Unis. Elles se rendent à Paris en attente de leur visa. En tant qu'employée au consulat de France à Nuremberg, Annie Jacob a le droit de travailler en France. L'invasion allemande en juin 1940 bouleverse leurs plans. Elles sont internées au camp de Gurs durant 3 mois puis assignées à résidence à Naï, sous contrôle de la gendarmerie locale. Les 2 immigrés vivent très modestement. Elles sont munies de cartes d'alimentation, faisant ainsi leurs courses dans l'épicerie de Marie Fradet. En août 1942, Annie Jacob reçoit l'ordre de se présenter à un point de rassemblement d'où elle doit être envoyée dans un camp de travail. Sa mère n'est pas sur la liste, alors elle décide de partir avec sa fille. Mais l'épicière ne les laisse pas partir. Durant la nuit, les 3 femmes se dirigent chez l'épicière. Marie Fradet les cache dans son grenier où elle passe la nuit assise sur des chaises pliantes. À l'aube, les 2 femmes cachées dans le grenier entendent le bruit des bottes des gendarmes dans la rue, à la recherche des Juifs ne s'étant pas présentés à l'appel. Pendant plusieurs jours, Marie les héberge et les nourrit malgré le danger.
Un jour, l'épicière montre aux deux justes l'avis de la police publié dans la presse. Toute personne coupable de cacher des juifs sera exécutée. Afin de ne pas être en danger, de ne pas mettre en danger Marie Fradé, elle décide de partir. Finalement, les deux juifs tentent de rejoindre l'Espagne. Toutefois, elles sont abandonnées par le passeur et se voient obligées de rebrousser chemin. Pour finir, elles vivront de village en village et de ferme en ferme jusqu'à la fin de l'occupation allemande. Annie émigre aux États-Unis, mais continue à correspondre avec Jeanne Fradé Ducas. Le 27 septembre 1993, Yad Vashem a décerné à Marie Fradé le titre de juste parmi les nations. Pour finir, les personnes reconnues juste parmi les nations reçoivent de Yad Vashem un diplôme d'honneur ainsi qu'une médaille sur laquelle est gravée cette phrase de Tulmir. Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier. Il s'agit de la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Au 1er janvier 2016, le titre avait été décerné à 26 119 personnes à travers le monde, dont 3 925 en France. Cependant, le livre des justes ne sera jamais fermé car nombreux sont ceux qui resteront anonymes, faute de témoignages. Reconnus ou non, ils incarnent le meilleur de l'humanité. En effet, tous sont considérés n'avoir rien fait d'autre que leur devoir d'homme, et serviront de phare et de modèle aux nouvelles générations. Marie Fradé restera à jamais une de ces courageuses et honorables personnes. Au départ, nous devions faire une petite scénette, mais nous avons préféré utiliser un autre support visuel, sous forme de planche de bande dessinée, pour vous faire vivre une scène de vie chez les justes. La famille Labedays. Cela fait du bien de les voir aussi joyeux. Tu as raison, les voir rire, bien qu'au fond d'eux, ils savent que ce n'est que le temps d'un soir. Il faut profiter des occasions qui se présentent. Je les trouve très courageux d'affronter tout ceci. Noé se mit à rigoler. Qu'est-ce qui te fait rire, Noé? Joseph m'a raconté une anecdote de ses vacances. Joseph raconte son histoire. Pendant ce temps, le soleil se couche. Eh bien, vous m'avez l'air fatigué, les enfants. Effectivement, les enfants piquent du nez et finissent par s'endormir. Sûrement allez vous coucher? Oui. Les grands-parents portent les enfants jusqu'à leur chambre. Dormez bien, les petits. Merci, bonne nuit. Les grands-parents retournent au salon et éteignent les lumières. Pauvres petits, ils ne reverront jamais leurs parents. Il ne faut pas oublier que c'est pour eux que l'on se bat. Comme vous pouvez le voir, les Labedays et les enfants sont rassemblés autour d'un repas convivial et chaleureux. Le couple est heureux de pouvoir leur offrir une soirée sous le signe du bonheur et du rire, et non sous celui du désespoir et des larmes. Les enfants que nous avons appelés Joseph et Noé s'échangent des anecdotes. Noé finit par en faire part à Sidonie. La soirée s'écoule tranquillement et la nuit finit par tomber. Avec cette nouvelle partie, nous avons voulu montrer l'affection que Sidonie et Albert portent aux enfants. Nous avons montré ceci en faisant s'endormir les enfants et que le couple Labedays les porte jusqu'à leur chambre. À la fin, Sidonie et Albert reviennent au salon et éteignent les lumières. Ceci marque la fin de la soirée pleine de rire et d'insouciance et marque le retour à la réalité de la guerre. Messieurs les élus, monsieur de Oliveira, messieurs les historiens, mesdames les professeurs, chers camarades. Nous allons aujourd'hui vous parler d'André Lafourcade, né en 1892 en tant qu'élève de littérature et société du lycée Paul Rey. André Lafourcade est une figure naillaise. Il occupait une place importante dans la vie sociale de Naï, où il était libraire et dépositaire de journaux. Mais savez-vous qu'il était aussi très impliqué dans la vie politique souvent clandestine depuis 1924? Il soutenait le Parti communiste. Nous le savons grâce à de nombreuses recherches et à l'aide précieuse d'André Darixens. En effet, il était membre des FTP, c'est-à-dire des francs-tireurs partisans, avec lesquels il participa à de nombreuses opérations en 1944. Après l'affrontement du 12 juin, André Lafourcade et sa femme rejoignent le village de Lys, où ils vivent dans la clandestinité. Le 20 juillet, André Lafourcade est arrêté suite à des dénonciations, avec 4 autres partisans. Sévèrement interrogé à Lourdes et à Tarbes, il est transféré avec ses camarades à Toulouse. C'était un vrai héros. Un héros car il a détruit des installations ennemies. Un héros car il a camouflé des hommes et des armes. Un héros car il fournissait et transmettait des renseignements. Un héros car il devait lutter contre l'armée complètement déployée avec plusieurs résistants et notamment Werner Waldeyer. Rien ne pouvait l'arrêter. Ni les soldats français sous l'autorité du maréchal Pétain, ni les amants, ni même sa famille. À sa place, auriez-vous osé mettre en péril votre vie comme il a fait? D'ailleurs, il est mort peu de temps l'un après de ses nombreux actes, le 17 août 1944. C'est une personne illustre qui a marqué l'histoire de notre belle ville Quesnay. Afin de lui rendre hommage, outre notre discours, une rue porte son nom, non loin du lycée, près du garage Fouras.
Il y a aussi cette plaque commémorative sur laquelle est écrite une phrase qui a maintenant pris énormément de sens pour nous, suite à ce travail. À la mémoire de nos camarades FTPF, morts pour que vive la France. Grâce aux cours variés de littérature et société, le sujet de la résistance française, et notamment celle de Naï, nous a atteints particulièrement car les traces de ce passé nous entourent. La résistance nous aura marqués. Elle va nous laisser des souvenirs marquants, surtout celui de cet homme qui était et restera un héros, André Lafourcade. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons faire l'éloge d'un résistant un peu spécial, qui se nommait Werner Waldeyer. Eh bien oui, il était allemand. Il est né le 17 mai 1913 à Berman, en Allemagne. Dès son plus jeune âge, il adhère aux idées communistes. À partir de ce moment, il défend ses idées, même quand les nazis arrivent au pouvoir. Cela lui vaut des arrestations, une déportation, de 2 années dans le camp de concentration de Kema, en Allemagne. Ensuite, après sa libération, le parti communiste l'envoie en Hollande. Là-bas, il aide les antifascistes allemands clandestins dans leur lutte. Il contracte une tuberculose pendant la déportation. Il ne peut pas s'engager dans les brigades internationales à cause de son état de santé. Mais lui ne veut pas en rester là. Lors de l'attaque allemande contre la France en 1940, il se fait arrêter et envoyé en France dans le camp de Saint-Cyprien d'abord, puis dans le tristement célèbre camp de Gurs, situé près d'Oloron, non loin d'ici. Sa femme parvient à le faire libérer. Il s'installe donc dans la région et apprend le français en seulement 3 mois. C'est exceptionnel. Pensez-vous que vous réussiriez à apprendre une langue en seulement 3 mois? Imaginez sa grande motivation pour lutter contre les nazis auprès des Français. Rapidement, il prend des responsabilités dans la résistance et devient responsable de la lutte armée à Naï. Werner Waldeyer, dont le pseudonyme est Maurice, anima ainsi son groupe de résistants des FTP, qui signifie francs-tireurs partisans, en 1943 et continuera de le diriger jusqu'à la fin de la guerre. Il participe à de très nombreuses actions menées par la résistance contre les occupants. Par exemple, l'attaque de la gendarmerie à Naï, que vont vous raconter nos camarades. Plus tard, il rejoindra la République démocratique allemande et poursuivra son engagement antifasciste et révolutionnaire. En 1981, pour le remercier, il fut accueilli par ses anciens camarades de combat pour un séjour très émouvant. Allemand antifasciste en France, il témoigne du respect des valeurs de l'humanité. Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Nous sommes aujourd'hui présentes pour rendre hommage à Maxime Boiry, résistant de la plaine de Naï. Né en 1918, nous avons pu recueillir des informations auprès de son fils, Francis Boiry, habitant à Aubervilliers, à proximité de Paris. Joyeux, travailleur et sérieux, il a été d'une aide considérable dans la résistance. Voilà comment son fils a entendu parler de lui lorsqu'il eut l'âge de comprendre, son père étant décédé alors qu'il n'avait que 2 ans. Avez-vous déjà entendu parler de cette personnalité de Naï? Il est mort pour la France le 12 juin 1944, à peine 26 ans, fusillé sur le pont de notre ville, Naï. Dans sa vie, il n'a pas fait d'études. À l'époque, rares étaient les gens pouvant se le permettre. Mais il a néanmoins obtenu son certificat d'études à 12 ans. En août 1939, il est appelé au régiment de cavalerie, qui est une division de l'armée de terre française, ayant participé à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Puis, il fut emprisonné en juin 1940 au camp de Baume-la-Rolande, qui se situe dans le Loiret à une centaine de kilomètres de Paris. Grâce à son courage et sa force mentale, Maxime parvient à trouver des moyens judicieux pour rejoindre sa ville, Naï. Voici encore une preuve de sa bravoure et de sa ténacité. Par la suite, en 1941, il rentre dans la résistance armée grâce à son père, Marius. Il a alors 23 ans. Malgré ce parcours chaotique, il se marie dans la même année avec une ouvrière et de cette union naît un fils, Francis Boiry, encore parmi nous aujourd'hui. En parallèle, il contribue à la lutte pour garder ouvertes les usines de textile à Naï et participe la nuit à des sabotages de voies ferrées consistant à poser des bombes sur les chemins de fer dans le but d'empêcher des trains d'arriver. Nous sommes alors aujourd'hui présents sur ces derniers pas afin de raviver le souvenir de ce combattant. En traversant ce pont, nous avons toujours une pensée pour cet homme. Mesdames et messieurs, voici le discours que nous avions imaginé. Il aurait pu être écrit par Betty, rescapée des rafles de juifs de la Seconde Guerre grâce à l'intervention d'une Naïaise, Thérèse Trébuquet.
Je voudrais aujourd'hui rendre hommage à Madame Thérèse Trébuquet, cette juste au grand cœur qui a toujours été là quand j'en avais besoin. J'avais 8 ans lorsqu'elle nous a accueillis chaleureusement, mes parents et moi, dans ma maison non loin du Gave. Mon père a été arrêté et ma mère déportée à Auschwitz. Je me suis retrouvé seul et déboussolé. Seules ses attentions, sa présence et ses bons plats préparés avec amour et tendresse me redonnaient le sourire et la joie de vivre. Je la sentais aussi présente que ma mère. Elle me chouchoutait telle ma grand-mère. Thérèse Trébuquet était veuve sans enfant. Elle nous a recueillis de 1942 à 1944, mon frère Harry et moi. Elle avait un visage aimable, elle était belle intérieurement et infiniment courageuse. De temps en temps, on allait jouer au jardin public sur les bords du Gave. Nous allions aussi chercher les œufs à la ferme et nous passions aussi beaucoup de temps au potager. Puis le mardi et le samedi, nous partions vendre une récolte au marché, histoire de nous faire quelques sous. Je me souviens aussi d'un beau jour d'été. Ce jour-là, elle m'a protégé lors d'une rafle. Elle a prétendu que j'étais sa fille et m'a appelé Rose Trébuquet à la place de Betty Boat. Comment oublier cela? Cette anecdote montre bien que Thérèse Trébuquet était une femme au grand cœur. Une femme courageuse et généreuse. Je penserai toujours à elle. Nous avons imaginé un dialogue entre André Malraux, un grand homme qui a marqué la France comme vous le savez tous, et Joseph Labatte, un résistant important du groupe FTP basé à Lys, lorsqu'ils se sont réellement retrouvés compagnons de cellule à la prison Saint-Michel de Toulouse. Voilà ce qu'ils auraient pu se dire. Bonjour, moi c'est André Malraux. Depuis combien de temps es-tu là? Sais-tu si on peut s'en sortir vivant de cette prison? Toi tu es une force de la nature à ce que je vois. Tu devrais t'en sortir. Adieu, je suis Joseph Labatte. Je croupis ici depuis un mois et je n'en ai aucune idée. Je veux croire que ce sera possible et qu'on pourra continuer de lutter. T'es d'où toi? Je fais partie d'un réseau de résistants. Je suis à la tête d'un maquis qui a été attaqué. Et je me suis fait attraper. J'ai été grièvement blessé. Et toi tu viens d'où? Moi je suis de Lys, un maquis en bas des Pyrénées. Je me suis fait arrêter chez moi, dans ma ferme, à Lys. On m'a dénoncé. On a été 5 à être arrêtés. On opère par petits groupes, on sabote des pylônes électriques, des ponts, des voies ferrées, on tend des embuscades, etc. Le travail habituel des résistants, quoi. Je vois. Et toi, tu fais quoi dans la résistance? Moi, je suis plutôt dans la direction des opérations et la distribution des missions. Je suis un dirigeant de la résistance. Nous menons le même combat, faire obstacle à l'ennemi, et le combattre jusqu'à la mort. Mais je suis extrêmement reconnaissant de tes actions, car ce sont celles-ci, menées par des hommes et femmes tels que toi, qui font reculer l'ennemi et qui font s'approcher la liberté. Je te remercie, mais il n'y a pas de mérite, car je le fais pour lutter contre les traites, les fascistes. Nous allons y parvenir, nous allons vaincre et nous faire libérer de cette prison. Un jour, si je survis à cette guerre, j'écrirai tout ça. En attendant, gardons espoir. Ils ont été libérés par l'insurrection de Toulouse. Joseph Labatte a défoncé la porte de leur cellule. Ils ont recouvré la liberté et continué la lutte. 3 autres résistants de son réseau n'ont pas eu cette chance. Henri et Riquet Collin, André Lafourcade ont été assassinés à Bussy-sur-Tarn. Une rue de Naï porte le nom de ce dernier. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers camarades. Nous avons à notre tour imaginé une lettre pour faire revivre l'engagement de Herbert Kuhl, un Allemand engagé auprès de Werner Waldeyer. Mon cher Helmut, j'espère que tu vas bien, mon ami. Cela fait 5 ans que je ne t'avais pas écrit, ni vu d'ailleurs. Il faudrait que je vienne te rendre visite, à toi et ta famille. J'en fais partie depuis longtemps maintenant. C'est vrai, après tout, on est comme des frères de combat. Je me rappelle encore comment vous m'appeliez, ce pseudonyme qui m'avait été donné, Ernest. Tu te souviens quand on était dans les brigades internationales, en Espagne tous les deux? C'était douloureux de devoir faire la guerre, de tuer. Il fallait défendre nos valeurs, la liberté, la démocratie et l'antifascisme. La bataille de l'Èbre a été terrible. J'ai été gravement blessé à la jambe. Rapatrié en France, j'ai été soigné sous un faux nom à l'hôpital de Pau pendant plus de 2 ans. Les Allemands me recherchaient. J'ai dû fuir chez mes amis espagnols avec qui j'étais en contact. Ils m'ont pris avec eux dans la montagne, je les ai aidés dans leurs opérations. À un moment donné, j'ai rencontré un autre Allemand, Werner Waldeyer, qui dirigeait un groupe de partisans. J'ai participé à leurs activités de résistance. Maintenant que la victoire est acquise, je vais rentrer en Allemagne pour édifier une société démocratique. Je t'y accueillerai avec beaucoup d'amitié. Mesdames et messieurs, pour notre part, nous allons rendre hommage à une figure de la résistance naïaise, Pierre Albin Thomas. Nous avons formulé cet extrait à la manière d'un témoignage à la première personne, avec l'aide de l'historien André Mariette. Je m'appelle Pierre Albin Thomas. Mon nom de résistance, c'est Pat. Je suis né dans le Nord-et-Cher le 7 août 1922 et j'ai exercé, depuis la rentrée 1942, le métier d'instituteur. Dès 1940, j'ai participé à des activités résistantes
mais le groupe auquel j'appartenais a été décapité. Au printemps de l'année 1943, j'ai été convoqué pour le service du travail obligatoire et j'ai décidé de me soustraire à celui-ci en tentant un passage vers l'Espagne qui a échoué. Je me suis alors retrouvé dans un camp de réfractaires au STO, installé sur les hauteurs au-dessus d'Arthez d'Asson. Je ne supportais pas de rester inactif, je voulais combattre les nazis, je voulais combattre leurs alliés pétainistes. Alors, j'ai quitté le camp et intégré un groupe de francs-tireurs et partisans. La base se situait plus haut dans la montagne, mais nous manquions d'armes. Une information jugée fiable nous est parvenue. Un important dépôt d'armes se trouvait dans les locaux de la gendarmerie de Naï. Nous avons donc décidé d'attaquer la gendarmerie. Dans la nuit du 23 août 1943, notre groupe est descendu à pied de la montagne. Nous avons marché durant 6 heures jusqu'à Naï. Nous avons été rejoints par quelques autres partisans, l'opération pouvait commencer. Pour détourner l'attention des gendarmes, nous avons incendié la halle au grain située à côté de la poste. La gendarmerie pouvait donc être a priori investie sans difficulté, mais un gendarme de faction a tiré sur un partisan qui a riposté, le tuant net. La fouille des locaux n'a rien donné. Il n'y avait aucune arme dans la gendarmerie. Pour ne pas rentrer bredouille, nous avons pris l'armement individuel des gendarmes. Lors de notre repli, nous avons été pris à partie par un autre gendarme et nous avons dû tirer une seconde fois. Suite à cette action qui n'avait pas atteint son but mais provoqué une très grande colère des pétainistes, une opération d'encerclement de la zone montagneuse où nous étions censés nous trouver à mobiliser 3 semaines durant 1500 gardes mobiles. Grâce à notre mobilité et à notre connaissance du terrain, nous avons pu briser l'encerclement et notre groupe FTP a été disloqué. Pour ce qui me concerne, j'ai décidé de continuer la lutte, ce que j'ai fait en rejoignant ma région d'origine. Fin 1944, j'ai intégré l'armée régulière et j'ai participé à la campagne d'Allemagne. Par la suite, je suis restée dans l'armée. J'ai, contre mes convictions, participé aux sales guerres d'Indochine et d'Algérie. J'ai raconté cela dans 2 livres et témoigné contre l'usage de la torture en Algérie. Nous avons eu la chance d'être sans doute les dernières personnes à avoir interviewé et à avoir partagé l'expérience de combattant de la Seconde Guerre mondiale de M. Raymond Cancé, dont le nom est connu grâce à l'entreprise de métallurgie créée par son frère en 1961. Nous avons filmé cet échange, nous avons choisi plusieurs séquences que nous allons vous passer dans quelques instants. En effet, le 15 décembre dernier, nous sommes allés avec Madame Lassus à la rencontre de M. Cancé afin d'en connaître un peu plus sur son histoire durant la Seconde Guerre mondiale. Au début, pour être honnête, nous n'étions pas très rassurés par ce personnage qui, au premier abord, avait l'air assez imposant. Mais en fait, lui aussi était dans la même situation, et au bout de quelques minutes d'échange, une confiance réciproque s'est installée entre lui et nous. À la fin, nous avons eu l'honneur de voir toutes ses médailles et sa Légion d'honneur, ainsi que ses citations à l'ordre de l'armée. Il s'agit de certificats donnés par les supérieurs lorsqu'un soldat en sauve un autre. Cette expérience ne nous a pas laissé indifférentes. Effectivement, il y a une différence entre étudier l'histoire avec un H majuscule et rencontrer quelqu'un qui l'a vécu. Son expérience a été tellement forte que sa mémoire en était intacte, jusqu'aux plus petits détails. Nous avons tous les deux été très touchés de son récit, car il nous l'a raconté avec beaucoup de force. Au final, nous avons réussi à réaliser ce film, la dernière interview de son vivant. Nous allons sans plus tarder vous la diffuser avec une certaine émotion, car M. Cancé est décédé le 24 janvier 2017. Merci de votre écoute et bonne séance.